À l'extrême sud-est de la Syrie, le désert de Tanak. Un convoi défile et s'arrête au milieu de nulle part. À l'intérieur de ces camions à bétail, les familles, des irréductibles de Daesh. Allez, descends. Ce sont les tout derniers djihadistes sortis du village de Barouz. À genoux là, derrière lui. Dernier bastion de l'État islamique. Les hommes d'un côté, de l'autre, les femmes et les enfants. La majorité de ces familles abattues en retraite au fur et à mesure des défaites. Beaucoup de bébés, de jeunes enfants blessés, mutiques, épuisés par des mois de bombardement, de manque de nourriture et de médicaments. Les forces démocratiques syriennes tentent de faire le tri entre les Syriennes, les Irakiennes et les Occidentales. Mustapha Bali, le porte-parole, a bien du mal à mener son enquête. Vous êtes toutes syriennes? Ou est-ce qu'il y a des étrangères parmi vous? Dissimulées sous leur voile noir, impossible de connaître les identités des femmes qui se murent dans le silence. Vous parlez anglais? Russe? Kurde? Allemand? Espagnol? Ok, bienvenue. Dans la plupart des cas, on reconnaît les Européennes aux marques de leurs affaires, leurs chaussures, leurs sacs. Mais après, il faut leur parler. Et c'est en écoutant leur accent qu'on arrive à savoir lesquelles sont étrangères. Parce qu'en général, elles parlent mal l'arabe. Parmi les djihadistes, nous repérons une femme aux yeux bleu ciel et à la voix frêle. Elle nous répond en français. Bonjour. Vous êtes française? Vous êtes d'où? De Paris. Vous avez combien d'enfants? 2. Et leur papa? Et Et vous, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? oui, je vais retourner en France. Ça, je sais que c'est un peu difficile. Vous Ça avez va passer par la casse prison. Vous avez ça parce qu'en France, on va vous regarder comme des terroristes. Moi, j'arrive. Je préférais plutôt parler à la police. Journaliste, ça fait le tour de la terre et tout le monde s'intéresse. Elle dit avoir 25 ans. D'ici quelques heures, S'il vous plaît, la caméra. elle sera interrogée par les services de renseignement américains et français, puis transférée dans un camp, avec ses 2 fillettes. Pour ces dizaines de familles de djihadistes, c'est le début de l'errance et de l'incertitude. Parmi les enfants, près d'une centaine de petits Français, pris au piège de cette fin de guerre contre l'État islamique. Que vont-ils devenir? La République va-t-elle les rapatrier? Pascal vit dans le nord de la France. Mais depuis 4 ans maintenant, son esprit est ailleurs, en Syrie, là où elle a perdu la trace de ses petits-enfants. Cet employé de mairie est en arrêt de travail. La dépression et les questions obsédantes. Sa petite fille et ses petits-fils sont-ils encore vivants? Et dans quel état? Vous avez des souvenirs ici? Complètement, dans chaque jeu. Puis ma petite fille, je la tenais dans le dos, elle montait là. Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Oh, bah, comme tous les gamins, elle montait partout, hein, là, les toboggans, les autres jeux derrière aussi. On emmenait un petit pique-nique et puis elle se déchaussait et puis c'était sympa. Et ses frères, qu'est-ce qu'ils aimaient comme jeu, vos petits-fils? Bah, le tout petit, il était bébé, donc... Mais l'aîné, bah, il jouait... J'ai des souvenirs dans le petit tonneau là-bas, là, les petits tunnels. Je le vois encore, allongé. Ils étaient super heureux. En 2015,
Sa fille unique est partie à 26 ans rejoindre l'État islamique, emmenant avec elle ses 3 enfants, toute la famille de Pascal. Ils sont dans l'horreur des bombes et la faim, c'est difficile à... Ouais. On sait qu'ils ont faim, il n'y a plus rien à manger et puis ils sont loin de tout ça, de la vie d'enfant. Ils sont sous les bombardements, donc... Pascal ne comprend toujours pas comment sa fille a été embrigadée par l'État islamique, une jeune femme normale comme elle dit, devenue méconnaissable. La jeune grand-mère dit qu'aujourd'hui sa joie de vivre est partie. Il ne lui reste que quelques sourires sur papier photo. Pauvre petit pépère, j'espère que je l'aurai, un petit garçon dans mes bras. Ses petits-enfants ont maintenant 9, 6 et 3 ans. Il y a aussi un bébé, né là-bas. Donc vous les voyez grandir à travers des photos en fait. Ouais, c'est ça, oui. Ce sont des photos de là-bas? Oui. Oui. C'est votre fille qui arrive à vous envoyer quelques photos? Oui. Au début, elle ne voulait pas, et puis après, j'en ai régulièrement. Bah, heureusement, sinon, on ne les voit pas grandir. Ils sont beaux. Bah, ils sont tout petits, ils devraient être ici, choyés par leur mamie. Mon petit cœur. Mon petit cœur de beurre, je l'appelais ma petite fille. Depuis 4 ans, sa fille lui envoie des nouvelles au compte-gouttes. Des messages toujours vagues sur les lieux où elle se trouve et sur son quotidien. Des preuves de vie trop rares pour l'apaiser. Depuis toutes ces années, comment est-ce que vous avez fait pour garder un lien? Ben moi, je n'ai jamais pu appeler. C'est ma fille qui m'a contactée. Au début, c'était assez régulier parce qu'elle avait un téléphone, il y avait des cyber à disposition, etc. Les cybercafés? Les cybercafés, oui. Et ça s'est beaucoup dégradé jusqu'à ne plus rien avoir là récemment. Pendant ce temps-là, vous avez imaginé le pire? Ah bah oui, on y pense H24. Hein. Quand on se lève, quand on se couche, la vie n'a plus de sens. Tout ce qu'on fait, on fait plus grand-chose, on vit. J'ai l'impression de traverser ma vie sans la vivre. On n'a plus de projet, on est dans l'attente. La fin de la guerre lui redonne espoir de revoir les siens. Mais personne n'avait imaginé le casse-tête juridique dans lequel se retrouvent aujourd'hui ces familles. Au nord de la Syrie, dans le Kurdistan syrien, le camp de Roj, au milieu des champs pétroliers. C'est ici que sont détenues une partie des familles de djihadistes. Pendant la guerre, la région s'est largement émancipée du régime de Damas. Gérée par les Kurdes, elle n'est pas reconnue en tant qu'État par la communauté internationale. Elle n'a donc pas de relations diplomatiques avec la France. Dans ce no man's land du droit, plus de 400 femmes, de 48 nationalités différentes, attendent que leur pays décide de leur sort. Une prison à ciel ouvert. Les femmes de l'international djihadiste peuvent y faire des courses et sont autorisées à y vendre des gâteaux pour améliorer leur quotidien. Ça, c'est une Marocaine qui l'a fait. Ça, c'est une Turque, là, une Tunisienne. Ça, c'est une femme du Turkménistan. Ça vient d'une Syrienne. Et ça, c'est Fred ce matin. C'est Abdallah la Russe qui l'a fait. Il y a aussi des Belges, des Allemandes, des Anglaises et une vingtaine de Françaises, dont certaines très redoutées dans le camp. Nous avons croisé Émilie Koenig, recruteuse de Daesh avec ses 2 petites filles, et Margot Dubreuil, jeune Nantaise qui avait rejoint Raqqa avant d'être arrêtée en 2017. Pour filmer à Roj, une seule condition, nous n'avons pas le droit de questionner les Françaises. Nous sommes autorisés à interviewer Sonia,
une Belge dont le mari français est en prison. Le couple a été arrêté il y a plus d'1 an. Depuis, Sonia vit dans cette tente avec son fils de 2 ans et demi. Ça c'est notre pièce de vie, où on mange, on dort. C'est chauffé la nuit? Ah oui. Ça c'est la cuisine. Voilà. Vous avez toutes des tentes individuelles comme ça? Oui. Après, il y a des femmes qui décident de rester ensemble. D'autres qui veulent être seules. Comme beaucoup de femmes qui ont rejoint Daesh, Sonia dit être allée en Syrie pour pratiquer l'islam librement. Aujourd'hui, elle affirme le regretter et implore son pays de la rapatrier. Ce que vous attendez aujourd'hui, concrètement, ce serait quoi? Eh bien, de rentrer en Belgique avec mon enfant. Bon, je sais que je serai interrogée, mise en garde à vue. La place prison, je pense que c'est inévitable. Ce que j'espère, c'est que mon enfant puisse me visiter en prison, en fait. Les femmes sous Daesh, quels étaient leurs rôles? Sincèrement, toutes les femmes que j'ai pu voir sous Daesh, c'était des femmes au foyer, qui s'occupaient de leurs enfants. La cuisine, la maison. Malgré tout, des atrocités ont été commises. Il y a quand même eu énormément de kidnappings, d'attaques, de personnes égorgées, d'attentats. C'est aussi pour ça que les pays européens sont aussi dans une forme de réticence. Mais s'ils nous boycottent comme ça et qu'ils restent réticents, qu'ils ne viennent pas nous rencontrer, comment ils pourraient faire la part des choses? Il y a des enquêtes qui doivent être faites, des suivis psychologiques et compagnie, pour voir qui est dangereux, qui l'est moins, les intentions de chacun. Comment s'assurer de sa bonne foi? Comment déterminer avec certitude le rôle de chacune sous Daesh? Cassandra, elle, a retiré son voile. Cette Belge jure en avoir terminé avec l'islam radical. À 18 ans, elle avait rejoint son mari français à Raqqa, par amour, dit-elle. Il s'est fait exploser dans un attentat suicide. Selon elle, toutes les femmes ne se sont pas contentées de cuisiner. Vous avez vu des femmes combattre, vous? Au siège de Raqqa, oui, j'en ai rencontré quelques-unes. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas vrai, et essayent de le cacher, mais malheureusement, c'est vrai. Dans le camp, elle affirme se faire harceler quotidiennement. Comme j'ai pas le voile, j'ai très peu de relations en fait ici dans le camp, parce que les gens me catégorisent de mécréante et de apostat vu que j'ai renié l'islam. Donc vraiment les gens, je m'en éloigne le plus possible, parce qu'ici vous vivez dans la peur de vous faire agresser. Donc vous avez l'impression qu'il y a encore des personnes qui regrettent Daesh et qui sont encore dans ce camp? Oui, il y en a beaucoup. Ici, ce camp, c'est tout mélangé et vraiment, je ne comprends pas pourquoi les pays ne nous ont pas trié. Qui est dangereux, qui n'est pas dangereux. Et moi, personnellement, si j'étais à leur place, je ne reprendrais pas tout le monde. C'est peut-être dégueulasse ce que je dis, mais je ne reprendrais pas tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que l'État islamique comptait sur ses recrues féminines pour faire des enfants et assurer sa pérennité. Entre 2 et 3 par femme, la plupart ont moins de 5 ans et leur avenir semble figé entre les grillages du camp. À Roj, on leur propose notamment des cours d'alphabet, de dessin ou de chant. Bonjour les enfants! Mustapha est le professeur de musique. On reprend la chanson depuis le début. Il se félicite des progrès accomplis en quelques mois. Ces petits n'avaient connu jusqu'alors que le califat, où la mixité était interdite et la musique proscrite. Bravo les enfants, on s'applaudit. Les garçons et les filles sont mélangés? Oui, au début, on a eu des difficultés, vous savez, à cause des mentalités là-bas. Et petit à petit, on les a habitués à être ensemble, et là, ça va beaucoup mieux. Pendant que nous filmons le cours de musique, nous repérons une fillette venue chercher son petit frère. Ils sont français, détenus avec leur mère depuis 1 an et demi. Nous la questionnons en caméra cachée.
que tu voudrais? J'aimerais bien retourner en France et voir ma famille et tout, comme avant, partir à l'école, tout. Avoir une vie normale? J'aimerais bien voir ma fille, ma mamie, tout. Selon nos informations, il y a quelques semaines, le Quai d'Orsay a envoyé discrètement des émissaires à Roge. Ils auraient proposé aux Françaises de rapatrier leurs enfants, mais sans aucune garantie pour elles. C'est le deal qu'a accepté Saïda, ici en rose, la maman des 2 enfants du cours de musique. Nous la filmons à l'insu des gardes. Et vous espérez rentrer en France? Bah, bien sûr. Et vous avec vos enfants ou? Bah, moi j'ai demandé le rapatriement de mes enfants, mais bon, bien sûr j'espère les accompagner. D'accord. Mais vous seriez d'accord pour que vos enfants partent sans vous? Oui, j'ai donné mon accord. Vous avez donné votre accord? Vous êtes plusieurs à avoir donné votre accord? Il n'y a que moi qui ai donné mon accord. D'accord. Et vous comprenez aussi que les Français sont un peu effrayés Oui, je comprends tout à fait. Après, moi je sais que la DG ici connaissent mon dossier, ils savent très bien comment je suis venue. Et ils savent très bien que je suis venue du jour au lendemain, que je n'étais pas du tout radicalisée ni rien, c'était parce que j'avais des problèmes familiaux et tout. Donc après, je trouve ça un peu injuste qu'ils ne m'aient pas aidé à repartir. J'ai encore mes papiers français, j'ai tout fait depuis que j'ai posé le sol ici. J'ai posé le pied ici, et ben, j'essaye de repartir, vous voyez. Je me dis, c'est injuste, pourquoi ils ne m'aident pas en fait. J'imagine que ça doit être difficile aussi pour vous de vous dire que vous allez risquer d'être séparés de vos enfants. Vous l'espérez mieux? Saïda, fiche le camp d'ici. La responsable du camp nous rappelle à l'ordre. Lassées de jouer les geôliers pour les Occidentaux, les autorités kurdes demandent à chaque pays de récupérer au plus vite ses ressortissantes et leurs enfants. Mais en France, l'opinion publique est hostile au rapatriement des djihadistes. Dès novembre 2017, Emmanuel Macron se montre très prudent sur ce dossier. Je dis que c'est au cas par cas. Il y en a qui peuvent revenir sans qu'ils soient rapatriés, il y en a qui peuvent être rapatriés, et il y en a qui seront jugés avec leur famille, dans certaines circonstances, dans les pays où ils sont, en particulier l'Irak. Sur la question du retour des enfants, le malaise est palpable. Les ministres se contredisent. Donc s'agissant des enfants, donc là encore la question du retour ne se pose pas à l'heure actuelle. Il va falloir accueillir ces mineurs, il va falloir les présenter à des juges des enfants et il va falloir ensuite leur trouver une solution de prise en compte par le biais des mesures d'assistance éducative. Nous sommes dans un pays, la Syrie, avec une certaine désorganisation. Les enfants ne sont pas sous l'autorité du gouvernement français, des soldats français. Et puis il ne m'appartient pas de dire tel ou tel enfant, il est français, ben, je vais aller le chercher. Ça n'est juste pas possible. Les parents et grands-parents d'enfants partis en Syrie, eux, se mobilisent. Fini le temps du silence et de la honte. Ça va Pascal? Bonjour Lydie. Tu vas bien? Bonne route? Ouais, ça va. Avec la fin de la guerre, ils se sont organisés en collectif. C'est ainsi que Pascal a fait la connaissance de Lydie, une autre maman qui vit dans le Nord comme elle. Pour aller ramener quoi. Et qui, comme elle, est dans l'attente de sa fille unique et de ses petits-enfants. Oui, ça fait tellement mal par moment que des fois je me dis sortir pour aller où, quoi faire, Pour les deux femmes, il est important que leurs petits-enfants rentrent et avec leur mère. Elles souhaitent que leur fille soit jugée en France, ne serait-ce que pour répondre enfin aux questions qui tournent encore dans leur tête. Pourquoi c'est arrivé? Comment ils ont été manipulés? S'ils rentrent, ils vont pouvoir s'expliquer, on aura des réponses à nos questions aussi. Et essayer de comprendre pour que ça ne se reproduise plus. On a besoin aussi pour guérir, pour penser ces plaies, de comprendre ces jeunes. En décembre dernier, Pascal, Lydie et les autres familles ont adressé une requête simple à l'Élysée. Rapatrier tout le monde le plus vite possible. Entendez, Monsieur le Président de la République, notre appel de détresse. Nos enfants et petits-enfants n'ont que trop souffert. Ce sont aussi des enfants de la République. Sauver ceux qui peuvent encore l'être. On a reçu l'accusé réception de l'Élysée et depuis on attend une réponse. On n'a pas eu de réponse. Qu'on n'aura certainement pas. Hein, parce que, à titre personnel, j'en ai écrit je ne sais combien. J'ai pas toujours. On a eu une seule en 3 ans et demi. J'ai eu une réponse bateau. Dans l'espoir d'être enfin entendue,
les familles viennent de déposer 2 plaintes auprès de l'ONU. Donc ça, c'est sur le comité des droits de l'enfant et ça, c'est le comité contre la torture. Pour leur avocate, laisser ces enfants dans des camps est indigne, mais aussi dangereux. Il y a le volet humanitaire, parce que la France ne peut pas laisser périr et pourrir ses enfants dans des camps. Et puis le volet sécuritaire, parce que Daesh sait très bien quoi en faire de ces enfants et de ces femmes. En faire quoi? Des enfants soldats, à qui on va expliquer, tu sais, la France, elle n'a pas voulu de toi, elle t'a laissé crever dans un camp. Donc c'est tout, c'est une question de responsabilité, c'est pas qu'une question humanitaire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'État français? Mais qu'il fasse son devoir, s'il rapatrie tous les enfants. Pendant ce temps, les mois passent et les enfants grandissent dans des conditions inquiétantes pour l'avenir. En région parisienne, ce maçon à la retraite fait partie du même collectif de famille que Pascal et Lydie. Mais lui a perdu tout espoir de revoir sa fille Nadia. Voilà, c'est les messages. Le 9 décembre dernier, un message envoyé par une autre jeune Française depuis la Syrie lui apprenait ce qu'il redoutait le plus. La coiffeuse Nadia a été tuée ce matin avec toute sa famille, sauf son petit-fils rasé. J'étais ici assis sur le canapé, je ne savais pas ce qui... j'étais très froid, je ne savais pas quoi faire, j'ai pleuré et puis c'est tout. Sa fille avait 5 enfants. Il ne lui reste qu'un petit-fils, isolé, perdu. Je m'excuse, c'est très mouvant, c'est plus fort que moi. Et ça me fait du bien quand je pleure. Ça me soulage un peu. Je serai très content et très heureux de le récupérer, ce petit enfant-là. J'espère que l'autorité française, ils ont un très bon cœur et essayent de me rendre ce qui reste de ma fille. Ce grand-père raconte qu'il se réveille souvent la nuit, parlant à son petit-fils, lui donnant des conseils pour sa survie, voilà, sous les bombes et la faim. Razi, il a 12 ans, enfin, il est orphelin quelque part, enfin, je ne sais pas où actuellement, où il dort. Son obsession, retrouver son petit-fils avant qu'il ne soit trop tard. À 12 ans à peine, Razi est donc seul, quelque part dans l'immense territoire syrien. Durant notre tournage dans le Kurdistan syrien, nous l'avons cherché dans tous les lieux où nous sommes passés, jusqu'à ce centre de déradicalisation pour mineurs, dans le nord du pays. Il s'appelle Razi, il a 12 ans. En vain. Non. Je me souviens de tous les jeunes qui sont passés ici. Les garçons détenus ici ont entre 12 et 17 ans. Capturés par les forces kurdes, orphelins ou confiés par leurs parents. 80 adolescents, dont certains anciens enfants soldats. Dans ce centre fermé, ni portable, ni internet, pour éviter aux jeunes de se faire embrigader à nouveau. Ça, c'est une salle de classe. Pourquoi ils se lèvent tous quand vous rentrez? C'est une question de respect, de discipline. Ils sont habitués à se lever quand un professeur, un membre de la direction ou n'importe qui d'autre entre dans la classe. C'est juste une question de respect. Asseyez-vous. Dans ce centre, ils reviennent à des préoccupations de leur âge. La plupart de ces jeunes ont combattu. Certains ont même assisté à des décapitations. L'État islamique leur avait lavé le cerveau pour qu'ils soient capables de tuer. Le directeur s'étonne que la France ne fasse pas ce travail au plus vite, avec ses petits revenants. Il affirme qu'ici, les ados progressent rapidement. Dès qu'ils arrivent ici, on leur dit « Essayez d'oublier le passé, tout ce que vous avez traversé.
Ici, on ouvre une nouvelle page. Vous êtes pardonnés pour tout ce que vous avez pu faire. Et ce pardon, c'est ce qui fait naître de l'affection de leur part. Ils nous font confiance. Certains avaient donné de faux noms à leur arrivée. Ils avaient peur. Et au bout de quelques semaines, voyant qu'on les traitait avec respect, ils sont venus spontanément nous révéler leur véritable identité. Ce centre est destiné aux Syriens et aux Irakiens. Mais incroyable, en nous entendant parler français, un jeune nous interpelle. Nous le filmons en caméra cachée. Avec qui? Moi, je viens avec ma mère, mon frère et ma soeur. Vous êtes d'où? Moi? Ouais. Toulouse. De Toulouse? Et vous êtes ici depuis combien de temps? Ici, ça fait, je crois, 8 mois. Lorsque les forces kurdes l'ont recueilli il y a 8 mois, Brahim était un combattant de Daesh et venait d'être blessé à la jambe par une mine. Ils l'ont soigné. Aujourd'hui, ça va mieux. Sinon, ça va comment? Ça va bien. Tu as vécu sous Daesh. Ouais. Et toi, tu as combattu? Ouais. C'est vrai? J'étais obligé. C'est où tu combats, ou tu restes en prison. Une fois, je suis resté 1 mois debout. Les mecs comme ça, ils disent 1 mois, cache. Puis je peux entrer aux toilettes et je repars. Comment t'imagines l'avenir? Déjà, je vais sortir des prisons, partir en France. Et après, la vérité, je crois que jamais je vais partir en France. Tu penses que la France, pourquoi elle ne t'attaquerait pas? Parce qu'ils auraient peur? Ouais. Peur de quoi? Comme qu'il y avait en France, les attentats, etc. Brahim, 17 ans, n'a pas connu son père et nous a confié en vouloir à sa mère de lui avoir gâché son enfance en l'emmenant en Syrie. Avec les informations qu'il nous a données, nous avons pu retracer une partie de son parcours d'enfant embrigadé. Nous avons par exemple pu l'identifier sur cette vidéo de propagande où l'État islamique glorifie le terroriste Mohamed Merah. À l'époque, il a une dizaine d'années et porte un AK-47. Moi, je suis Toulouse. Allah, Toulouse, c'est toi qui représente Mohamed Merah. Ouais, je le représente. Allahu Akbar. Dans la région toulousaine, nous avons retrouvé sa famille et des proches qui l'ont connu enfant. Tous le croyaient mort. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? Oui? Oui. Vous êtes sûre? Certaine. Qu'est-ce qui vous fait... Sa voix. Cette proche est sous le choc en découvrant nos images. La dernière fois qu'elle a vu Brahim, il avait 10 ans. J'ai un boum au cœur. Ah oui, je vous mens pas, c'est vraiment quelque chose qui me... C'est de la joie. Même qu'il est triste, et je suis triste pour lui, mais il est vivant. J'espère qu'il va être rapatrié. J'espère qu'il revienne en France. Elle pense qu'à son âge, Brahim peut encore être sauvé, à condition qu'il soit bien accompagné. Moi, je pense que ça serait plutôt un endroit où est-ce qu'il y aurait des psychologues, où est-ce qu'il y aurait des gens qui puissent l'aider directement, mais moralement aussi. Ils ont besoin d'amour, ces enfants-là. Ils ont besoin de quelqu'un qui les serre dans leurs bras et qui leur dit « N'aie pas peur, je suis là ». C'est tout. Suite à notre visite, elle a contacté les autorités pour leur signaler que Brahim était vivant et seul en Syrie. Aujourd'hui, l'État islamique n'a plus de territoire. Mais à son apogée, Daesh venait s'étendre jusqu'à la frontière turque. Une frontière peu étanche à l'époque. Certaines familles ont réussi à faire clandestinement le chemin du retour. Ainsi, bien avant les débats actuels, des enfants sont déjà revenus en France, accueillis discrètement sur le tarmac de Roissy. Pour eux, un parcours a été fléché. Arrestation de leurs parents dès l'atterrissage et placement immédiat dans les structures d'accueil autour de l'aéroport en Seine-Saint-Denis. Une prise en charge qui coûte au département 3 millions d'euros par an. Est-ce que vous avez hésité avant d'accueillir ces enfants dans votre département? Je n'ai pas hésité une seule seconde parce que c'est l'intérêt de la société française que ces enfants qui sont français,
qui reviendront dans ce pays, quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre, en dépit des tergiversations actuelles du gouvernement. Et donc c'est notre intérêt collectif que ces enfants puissent se reconstruire. Et donc je n'ai pas hésité une seconde. Mais ça veut dire qu'il y a déjà des enfants de Daesh, si on peut l'appeler comme ça, scolarisés dans des écoles aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça se passe comment? Est-ce que vous avez été alerté par qui que ce soit? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à se faire peur. S'il y a des enfants comme ceux que nous avons accueillis là, depuis 2014 qui pourraient revenir, je pense que ça serait la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de revenir et qu'on les prenne en charge et qu'on s'en occupe. Et est-ce que c'est bon pour la société française? Bien sûr. Bien sûr. C'est ces enfants. Enfin, c'est quand même des enfants de la République française. Ils ne sont pas responsables et coupables de ce qu'ont fait leurs parents. Dans la banlieue de Lyon, un père peut aujourd'hui prendre soin de ses filles, comme avant. Salam alaikum. En 2014, Abdelkrim Labriac apprend que son ex-femme est partie rejoindre Daesh avec leurs 2 filles. Un voyage qu'il a longtemps cru sans retour. Est-ce que ça vous a manqué de ne pas faire la cuisine pour vos filles? De partager la table avec elles, c'est ça qui m'a manqué. De profiter avec elles, de leur faire des hamburgers. Non, franchement, c'était... 2 ans plus tard, son ex-épouse se ravise et veut fuir la Syrie. Abdelkrim n'a d'autre solution que de payer le passeur pour revoir ses enfants. Et en 2 ans et demi, est-ce que vous avez demandé de l'aide? Oui. Alors, le gouvernement, c'était les premiers qu'on a contactés. En disant quoi? En fait, pour interpréter leurs réponses, c'est le silence. Ils n'ont rien fait du tout. Ce père a le sentiment que la République abandonne là-bas des enfants. Ses filles à l'époque avaient 5 et 7 ans. J'ai l'impression que tu aimes le rose, non? Oui, j'aime le rose. Tu connais un pays qui s'appelle la Syrie? Oui. Tu t'en souviens? Oui, un peu. Et tu gardes des bons souvenirs? Il n'y avait pas trop de bons souvenirs. Est-ce que tu pouvais mettre du rose là-bas? Non. Non. Ça a l'air d'aller bien là, vos filles. Ah, carrément. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est tout un travail qui est fait derrière. C'est vrai? Oui. Bon, maintenant, j'ai plus besoin de le faire parce que, ça y est, maintenant c'est devenu une routine. Mais au départ, vous étiez inquiet quand vous les avez récupérés? Je m'attendais à pire, honnêtement. Ouais. Je m'attendais à pire, mais finalement, c'est très bien passé. Qu'elle soit dure avec moi déjà, sur l'opinion, qu'elle me traite d'égaré, qu'elle me traite de mécréant, jusqu'à ce point. Et ça, c'est arrivé? Non, jamais. Jamais, jamais. La seule chose qu'elles m'ont dit, une fois, c'est quand elles ont vu Barack Obama à la télé, elles sont précipitées en disant « Allez là, le tarot, le tarot !» C'est là que je les ai stoppées. Le diable? Le diable, ouais. En 2016, quand les 2 fillettes arrivent à Roissy avec leur demi-frère né là-bas, il n'existe pas encore de prise en charge psychologique. Leur père s'est débrouillé pendant des mois pour remettre de l'ordre dans leur tête. Son idée, une petite cabane dans leur chambre, un lieu à part, où ces filles pouvaient parler en toute liberté de leurs souvenirs sous Daesh. Aujourd'hui, il l'a démonté. Est-ce qu'en rentrant de Syrie, vous êtes des terroristes? Non. Ça veut dire quoi, terroriste? Faire des attentats, faire C'est exploser quoi, des des bombes. attentats? Faire exploser des bombes pour Non. tuer des gens. Non, on n'a jamais fait ça. Non, attends-moi. Est-ce que vous allez le faire un jour? Non, jamais. Vous êtes sûr, hein? Bah oui, c'est dangereux. C'est haram, en plus. C'est quoi? C'est haram. Est-ce qu'Allah, il veut ça? Bah non. Bah oui, parce que c'est pas bien de tuer les gens. Bah voilà. Les 2 filles ont repris l'école. Leur père se considère comme un miraculé, même s'il reste vigilant sur leur évolution. Depuis notre tournage, Lydie a appris la mort de sa fille. Ses petits-enfants ont fait partie du premier rapatriement organisé par la France il y a 2 semaines. Le gouvernement en annonce d'autres dans les prochains mois. Pascal reste suspendu à son téléphone. Bonne nouvelle, sa fille est vivante, mais retenue dans un camp kurde avec ses enfants. Saadallah, lui, continue de chercher désespérément à localiser son petit-fils orphelin.